Hello les chefs yogi, c'est Sacha et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais répondre à pas mal de questions que vous m'avez posées, vu que dans la même semaine j'avais dépassé les 200 000 abonnés et sur Facebook et sur Instagram la même semaine. J'ai posté simplement un message en vous disant posez-moi quelques questions et j'y répondrai prochainement dans une vidéo YouTube. Et c'est donc ce que je vais faire maintenant. D'ailleurs, pensez à me rejoindre sur Instagram puisque je fais régulièrement des petits lives pour répondre aussi à vos questions. Le lien est directement dans la description si vous voulez me rejoindre. Alors, première question de Martine qui me dit « Le yoga peut-il aider les personnes ayant des tendinites au niveau du bras ou de l'épaule ?» Alors oui, le yoga va pouvoir aider. En soi, c'est surtout la manière dont on va travailler dessus. Si tu fais juste des cours de yoga, globalement, si tu as des tendinites, je vais pas vraiment te le recommander parce que notamment dans des yogas, dès que ça va être un petit peu dynamique, on passe beaucoup de temps sur les mains. Donc ça va tirer au niveau, je sais pas où tu as des tendinites au bras, mais en tout cas, ça va tirer aussi au niveau de ton épaule. Mais pour ça, il est important de mettre en place des protocoles. C'est ce que je mets en place aussi avec mes élèves. Pour ça, je te recommande de prendre un bilan individuel de yoga thérapie avec moi. Le lien il est directement dans la description. Ça te permettra de voir exactement quel souci tu as et comment on va pouvoir mettre en place des choses pour soulager ça. Mais oui, le yoga peut t'aider, il faut juste mettre en place les bonnes choses. Ensuite, on a Martha qui dit « Combien de temps consacres-tu à la pratique personnelle du yoga ?» Alors ma pratique personnelle du yoga, ça varie vachement. Par exemple, l'année dernière, j'avais des périodes où je faisais plus de 2 heures par jour à peu près, on va dire, de pratique physique, 6 jours par semaine, donc ce qui faisait à peu près 12 heures par semaine. Et puis des moments où j'avais beaucoup moins de temps, où je faisais plus 30 minutes par jour, 4-5 fois par semaine. À l'heure actuelle, je vais plutôt pratiquer, on va dire à peu près 1 heure par jour, 6 fois par semaine, mais je vais rarement faire 1 heure d'un coup. Ça va plutôt être 30 minutes, 2 fois 30 minutes par exemple dans ma journée. Ça c'est pour simplement la partie physique. Après, pour tout ce qui va être partie plus respiratoire, il y a des périodes où je me fais plus de séquences vraiment pures de travail de pranayama. Maintenant, je le fais beaucoup moins. Ce que je fais plus, c'est que dans mon quotidien, je vais travailler globalement sur ma respiration et j'ai conscience, on va dire, de ma respiration une grosse partie de ma journée. C'est-à-dire que naturellement, je mets en place des respirations beaucoup plus longues qui, du coup, va permettre d'avancer aussi sur ma partie respiratoire. Mais comme peut-être vous aussi, j'ai un quotidien assez chargé. Je dois gérer toute mon équipe qui travaille avec moi, je dois gérer tous les différents projets, etc. Donc ça prend beaucoup de temps d'un point de vue pro et aussi perso, donc j'ai pas non plus 4 heures par jour à pouvoir pratiquer. Martha me demande également, fais-tu une autre activité physique? Non, aucune. Depuis que j'ai découvert le yoga, je fais que du yoga. Alors après, parfois ça m'arrive de pratiquer un peu d'autres formes de mouvements pour après l'incorporer dans ma pratique du yoga, mais ça reste toujours des différentes méthodes, soit de mobilité ou autre. Mais sinon, non, je fais uniquement du yoga depuis que j'ai découvert ça. Ensuite, on a Sylvain qui me dit quelles sont les postures appropriées pour apporter un mieux-être lorsqu'on souffre d'une cruralgie. Alors, ce qui est important, c'est que pour tout type de pathologie, il vaut avoir quelque chose d'individualisé par rapport à tes besoins. Donc je te recommande soit d'aller voir, je sais pas, un ostéo ou autre, soit si tu veux faire du yoga, tu peux prendre un bilan individuel avec moi directement dans la description où on pourra t'amener un conseil individualisé. Mais dès qu'on a des pathologies, j'aime bien donner plutôt des conseils individuels parce que chaque cas est différent. Florence qui me dit quelle posture éviter en cas d'hyperlaxité ligamentaire. Alors, pareil, ça va être un petit peu varié parce que ça va dépendre. Est-ce que, je sais pas si cette pathologie c'est, je lis là vos questions, hein, j'ai pas préparé avant, j'ai pas triché. Est-ce que c'est simplement à certains endroits ou est-ce que c'est partout dans ton corps? Dans tous les cas, ce que je vais pouvoir te recommander, c'est dès qu'il y a une hyperlaxité, il faut jamais aller complètement dans la souplesse et il faut toujours avoir un minimum d'activation musculaire pour bien protéger ton corps. Par exemple, moi au début, j'étais pas du tout souple des épaules et à force de pratiquer beaucoup de yoga, j'ai développé une hyperlaxité au niveau de mon épaule, enfin des 2 épaules. Et du coup, ce qui fait que dans un chien tête en bas, je peux pas me laisser complètement aller dans ma souplesse. Je dois me forcer à activer musculairement parce que sinon, c'est pas bon pour mon épaule. Donc, je te donnerai ce même conseil-là. Céline qui me dit, peut-on pratiquer le yoga avec une hernie discale au cervical? Oui, tout à fait. Par contre, je te recommande à la base de mettre en place quelque chose de yoga thérapie
pour travailler spécifiquement dessus. Pour ça, j'avais fait un programme yoga thérapie nuque et cervicale et dos. Le lien est peut-être dans la description, mais vu que j'ouvre mes programmes pendant des courtes périodes, je suis pas sûr que les portes du programme soient encore ouvertes. Sinon, tu peux prendre un bilan individuel avec moi. Le but, ça va être de t'amener une vraie progression pour pouvoir justement travailler sur tout ça. Et une fois que tout est bien mis en place, on va pouvoir ensuite ramener des pratiques du yoga qui vont te permettre aussi d'évoluer. Mais c'est important de travailler spécifiquement dessus. En fait, c'est la même réponse un petit peu pour pas mal de pathologies. Le yoga va aider si on met les bonnes choses en place dans le yoga, parce que ça suffit pas juste de faire du yoga. Sylvie qui me dit quel exercice privilégier pour ne pas se voûter et muscler son dos. Ça, pareil, j'en parle dans mon programme spécial yoga thérapie du dos, où j'ai une séance spéciale sur le travail de la posture. Globalement, il va falloir à la fois renforcer ton dos et travailler sur ta posture avec des ouvertures au niveau des épaules, etc. Pour ça, il va falloir pas juste prendre quelques postures, mais mettre en place un vrai protocole qui s'adapte à toi, puisque chacun est différent, chacun a un besoin de renforcement plus ou moins différent. Pareil, je t'invite à prendre un bilan, le lien est dans la description. Ensuite, on a Jisoo qui dit « Pas de contre-indication pour le yoga pour enfants ». Alors, je ne suis pas du tout formé en soi pour le yoga pour les enfants. Ce qui est important par contre de comprendre, c'est que les enfants ils sont beaucoup plus yogis que nous parce qu'ils sont beaucoup plus souples, beaucoup plus mobiles, ils ont beaucoup moins de stress. Globalement, l'enfant est beaucoup plus avancé dans le yoga que nous. Disons que généralement, plus on va avancer, en fait aussi avec l'âge, moins on va être dans le yoga. Donc non, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de contre-indication pour le yoga avec les enfants. Simplement, il faut toujours, comme pour n'importe quelle activité, faire ça de manière sécuritaire pour les enfants. Christine qui me dit, faut-il s'échauffer avant de faire une séance? Alors, il n'y a pas besoin de s'échauffer dans le sens où dans le yoga, dans chaque séance de yoga, normalement, si tu suis des cours qui sont faits à minima comme il faut, il y a un échauffement dedans. Donc ça fait partie de la pratique. La seule zone par contre qui est hyper importante dans tous les cas à échauffer au début de votre pratique, ça va être toujours échauffer vos poignets, sauf si vous faites du yin ou autre, mais dès que vous faites une pratique un peu dynamique, il va falloir toujours échauffer ses poignets. Moi j'inclus les échauffements des poignets dans chacune de mes séances et de mes pratiques personnelles. Si vous suivez des cours et la personne ne fait pas faire d'échauffement de poignets, je vous conseille d'arriver un petit peu avant le début du cours et d'échauffer vous-même vos poignets. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les échauffements de poignets, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Je l'ai postée il y a plus de 3 ans, donc c'était parmi les premières vidéos. Christine encore qui me dit quel est le meilleur moment de la journée pour faire une séance. Alors c'est une bonne question qu'on me pose régulièrement. Traditionnellement au yoga on pratiquait au lever du soleil et en option au coucher du soleil. Maintenant, il n'y a pas de meilleur moment. Ce qui est important, c'est le meilleur moment pour vous. Peut-être que vous êtes le matin, vous avez du temps, vos enfants dorment ou autre, et vous pouvez vous lever plus tôt et pratiquer à ce moment-là. Dans ces cas-là, faites-le là si c'est bon pour vous. Peut-être que pour vous, le soir, c'est ce qui vous fait du bien, ou alors peut-être dans une pause déjeuner, peu importe. Mais l'important, ça va être surtout de pratiquer. Après, la question de quand pratiquer, elle n'est pas très importante. Et troisième question de Christine qui me dit, doit-on toujours faire la même séance? Alors, je recommande pas de faire tous les jours la même séance si vous avez envie d'avoir une évolution. J'ai posté sur ma chaîne YouTube, vous pouvez la retrouver, une vidéo il n'y a pas très longtemps qui était une vidéo d'une pratique qu'on peut faire tous les jours parce qu'elle était complète, cette séance. Si vous avez juste envie de faire du bien à votre corps, vous pouvez tout à fait faire tout le temps la même séance, mais vous pouvez rapidement être soit ennuyé, et puis vous n'allez plus avoir de progrès au bout d'un moment. C'est pour ça que je vous recommande de mettre en place un vrai plan de progression et pas de faire à chaque fois la même séance. D'ailleurs, si pour varier un petit peu vos séances, vous pouvez retrouver directement dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour mon défi 30 jours de yoga gratuit dans lequel vous allez recevoir chaque jour une séance de yoga différente. Ensuite, Lily qui me dit quel exercice à éviter quand on a une épaule raide. Bah là, il faudrait plutôt tourner ta question en se disant qu'est-ce qu'il faut faire pour que ton épaule ne soit plus raide. Il va juste falloir mettre en place certains protocoles pour travailler sur ton épaule, pour lui redonner sa mobilité et sa souplesse, et ensuite pouvoir pratiquer tout ce que tu as envie de faire. Nicolas qui me dit comment déclencher une montée de Kundalini. Alors, c'est pas du tout ma spécialité, mais simplement je voulais quand même vous répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de conneries qui tournent autour de ça.
Simplement c'est une montée de forme d'énergie, pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire simple, dans la pratique du yoga. Maintenant, ce qui se passe, c'est que 99% des gens, c'est comme le délire des gens qui vont ouvrir vos chakras et tout ça, 99% du temps, c'est juste des bêtises, c'est juste des concepts marketing, c'est des hallucinations collectives où tout le monde croit qu'ensemble, ils vont tous ouvrir leurs chakras ou monter leur énergie. En fait, ce qui est important de comprendre par rapport à ça, c'est que il y a peut-être 0,001% des gens qui vont pouvoir, comme ça, faire une montée de Kundalini. Mais à part ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt l'intention derrière qui va être avec certaines pratiques que moi je ne maîtrise pas, autour de certaines formes de méditation et d'exercices respiratoires, de chercher à venir monter ton niveau d'énergie, certaines énergies, etc. Mais avec cette intention, pas de dire ok là je vais déclencher cette montée de Kundalini parce que selon moi c'est quasiment impossible, mais ça va être plutôt un travail de fond où tu vas dans tes pratiques quotidiennes chercher à élever ton niveau d'énergie, et faut plus voir ça comme ça selon mon point de vue en tout cas. Ensuite Bernadette qui me dit j'ai 66 ans, 2 hernies discales, une opérée et l'autre qui me fait presque plus mal et beaucoup d'arthrose. Pensez-vous que je peux retrouver beaucoup de souplesse? Alors, c'est à la fois simple et compliqué, dans le sens où tu vas peux toujours mettre en place des choses pour que tu puisses retrouver de la souplesse. Après, beaucoup de souplesse, ça dépend qu'est-ce que tu entends par beaucoup de souplesse. Tout dépend de la souplesse que tu avais avant ces hernies discales aussi. Donc tout ça est hyper important à prendre en compte. Et là, pour le coup, je t'invite à prendre un bilan individualisé en description, parce que si tu veux, je peux pas te donner une réponse comme ça, c'est très très vague à répondre. Ensuite, Jackie qui dit j'ai l'impression qu'il faut être contorsionniste pour faire vos exercices, est-ce que je me trompe? Oui, pour le coup tu te trompes. Pas du tout besoin d'être contorsionniste pour faire mes séances, mes postures. D'ailleurs, à travers mon livre, mon guide de yoga à la maison, vous pouvez retrouver directement sur Amazon, le lien aussi dans la description. C'est des 100 postures qui sont complètement adaptées pour tous les niveaux. Je ne suis pas du tout contorsionniste, je n'ai pas du tout la souplesse nécessaire pour être contorsionniste dans tous les cas. Donc non, c'est plutôt une excuse de ne pas se mettre au mouvement, ça. Ensuite, Daniel qui me dit « Ma hanche droite me semble bloquer, une solution pour la réassouplir ». Alors en fait là pareil, si ta hanche elle a juste un blocage, je t'invite à peut-être voir un ostéo qui va te la débloquer, dans ces cas-là c'est bon. Après si tu manques de souplesse, il va falloir qu'on mette en place des protocoles pour travailler autour de tes hanches. Et dans mon livre, notamment mon guide de yoga à la maison, dedans il y a un chapitre aussi sur les ouvertures de hanches, donc je t'invite à aller voir ça. Ensuite on a Claire qui dit « Je veux me mettre au yoga ou suivre vos cours ». Très simple, soit tu peux aller voir dans la description, j'ai un défi gratuit de 30 jours que tu peux faire à la maison, soit si tu veux vraiment suivre mon accompagnement de yoga, tu as aussi un lien dans la description où tu peux avoir un premier bilan offert et pouvoir éventuellement rejoindre mon accompagnement. Thierry qui me dit « Bonjour, bravo pour ce que vous faites, votre livre est-il adapté aux enfants de 7 à 9 ans ?» Alors mon livre il est fait pour tous, il n'y a vraiment pas d'âge, l'important je pense avec les enfants ça va être plus la manière dont tu vas leur amener le yoga et leur donner envie de faire des postures. Valérie qui dit « J'ai une spondylarthrite ankylosante, quel exercice faire pour mieux aller ?» Alors c'est important pour moi de répondre à ces questions parce que c'est des questions qui reviennent souvent, ça autour de la spondylarthrite. Je me demande s'il faudrait même pas faire un jour un programme dessus, mais c'est vraiment au cas par cas, chacun a des douleurs différentes, donc pour moi ça va être difficile de simplement te répondre comme ça pour une pathologie, tu vois, puisque chaque cas est différent. Ensuite, on a Marie qui me raconte un petit peu les opérations qu'elle a eues au niveau du dos et qui dit comment récupérer de la souplesse petit à petit en préservant son dos. Alors pour ça, il faut simplement que tu y ailles pas à pas et mettre en place un vrai protocole de progression. Je te recommande d'aller voir pareil dans la description pour prendre un bilan individuel par rapport à ça, pour que tu puisses avoir des conseils qui sont spécifiques pour toi. Ensuite, dernière question, parce que sinon la vidéo va faire trop longue. D'ailleurs, si vous avez des questions que vous voulez que je traite peut-être dans une prochaine foire aux questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et cette question, c'est celle de Sandrine qui dit « Bonjour, pourquoi je ne suis pas souple alors que je fais du yoga depuis 2 ans ?» Alors, je trouvais ça intéressant de répondre à cette question, parce que si tu fais du yoga depuis 2 ans et que tu n'es pas souple, alors déjà, il faut définir ce que ça veut dire être souple pour toi, mais si tu n'as pas l'impression d'avoir progressé dans ta souplesse, c'est simplement que tu ne fais pas ce qu'il faut, tu ne suis pas des cours adaptés, et tu ne mets pas en place les bonnes choses qu'il faut pour avancer dans ta souplesse. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans mon accompagnement individuel, mes élèves qui souhaitent vraiment progresser en souplesse, ils ont un plan individuel de 3 mois spécifique sur la souplesse. Donc ça, pareil,
c'est un truc qui va vraiment aider, c'est de mettre en place un protocole individuel et de focaliser sur ce travail de souplesse pendant un certain temps, sinon tu auras du mal à progresser. Voilà, on a terminé pour cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je referai peut-être à un moment une autre vidéo là-dessus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour avoir les notifications de toutes les vidéos à venir. Je vous dis à très vite. Namaste.